Bonjour à tous. Alors, je vais peut-être me présenter rapidement parce qu'en fait, ça n'a pas été fait. Alors, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit « Mais qui vous êtes ?» Donc, je suis anthropologue, je suis directrice du LERIS, qui est un laboratoire d'études et de recherche basé à Montpellier et qui travaille sur les politiques de jeunesse et les politiques sociales. Donc, on intervient auprès de nombreuses collectivités, mais aussi d'associations d'éducation populaire, etc. Et donc, on m'a demandé d'analyser et de mettre un peu en perspective les travaux que vous avez faits aujourd'hui. Alors, je ne vais pas faire une synthèse des ateliers parce que c'est pas possible. J'ai essayé de passer dans les ateliers, mais voilà, j'ai pas pu tout voir et tout entendre, et ça mériterait un vrai travail à mon avis. Mais plutôt au vu de tout ce que j'ai entendu aujourd'hui, tout ce que vous avez dit, tout ce que moi m'a interpellé par rapport à nos travaux que l'on mène, vous en partagez en tout cas quelques constats, quelques éléments. Je parle trop fort peut-être ? Non ? Donc d'abord un élément un peu général, des remarques un peu plus ponctuelles sur ce que j'ai vu, quelques questionnements par rapport aux thématiques et ensuite des éléments par rapport à des suites à donner, des perspectives. Alors juste en préalable, des fois j'ai un ton un peu, comment dire, sec peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas ne prenez pas ce que je dis comme des critiques, mais plutôt comme des invitations à aller plus loin dans ce que vous avez mis en place, à aller plus loin dans vos pratiques et voilà, donc voyez-y plutôt de la bienveillance en tout cas qu'une critique très descendante. Quand j'ai regardé les travaux qui étaient faits aujourd'hui, en fait une phrase m'est revenue d'un titre d'une conférence, c'était « Pourquoi quand le feu est vert, personne ne bouge ?» Et l'impression que ça m'a donné aujourd'hui, en fait, c'est qu'ici il y avait du vert, qu'il y avait beaucoup de vert pour que ça avance, pour que ça bouge en termes de politique jeunesse. J'ai vu un enrichissement, une volonté des acteurs, un croisement des profils, des rencontres, des échanges, pas toujours faciles, il y a eu quelques discussions un peu vives, mais une volonté de voir des points de vue différents, de croiser des regards. Et donc je sais que dans la salle, il y a vraiment des acteurs qui sont vraiment de milieux différents, de structures différentes, d'associations, de pouvoirs publics, etc. Et ça me fait penser à un dispositif public qui s'appelle le programme d'investissement pour l'avenir, jeunesse, qui est un projet ANRU, un programme d'investissement de l'ANRU, et qui essaie de travailler justement à cette transversalité, à une autre manière de faire des politiques de jeunesse. Alors je ne sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas ici, dans votre territoire, il n'y en a pas. Et ces programmes d'investissement d'avenir pour la jeunesse, et c'est vraiment de mettre au travail différemment les acteurs de jeunesse pour créer ce qu'ils appellent une politique de jeunesse intégrée. Et quand j'ai vu la manière dont vous avez travaillé aujourd'hui, ça m'a fait penser à ça. Je me suis dit, mais là, il y a le terreau pour enclencher et pour mettre au travail cette politique de jeunesse intégrée. Et alors, dans cette politique de jeunesse intégrée, il y a 4 critères. Alors, je vous les cite rapidement. L'inscription territoriale, la dimension intersectorielle, la coordination des acteurs et une vision stratégique dans un souci de cohérence. Et il me semble que sur ces 4 critères, de ce que j'ai vu aujourd'hui, alors évidemment, en plus, je n'ai pas vu toute la richesse de ce que vous faites par ailleurs, il y en a au moins déjà 2 qui sont présents, qui m'a semblé en tout cas présents ici, en tout cas dans la volonté de travailler, et 2 autres qui pourraient être facilement développés, me semble-t-il. Et donc des journées comme celle-ci contribuent à aller dans ce sens-là, il me semble. Donc peut-être s'il y a d'autres PIA qui sortent, à mon avis, ça serait peut-être intéressant que vous y regardiez de plus près. Alors, quelques questions d'ordre général que je me suis posées en vous écoutant, en entendant les différents intervenants de ce matin notamment, et dans les ateliers. Je me suis dit, mais que veut-on au final pour les jeunes ? Est-ce que vous voulez qu'ils soient autonomes, qu'ils se débrouillent en rentrant dans les cadres qui sont prévus pour eux, qu'ils soient comme tout le monde, et la petite diapo ce matin, et Dieu sait comment le monde est laid, ou veut-on qu'ils soient en capacité de construire leur propre vie ? Et en fait, dans toutes les discussions depuis ce matin, il me semble que, et j'y reviendrai plus tard, qu'on oscille entre 2 choses. D'une part, il y a un modèle normatif qui est très fort et qui veut que chaque citoyen ait une certaine place dans la société telle qu'on l'a construite pour eux. Or, de l'autre côté, il y a cette préoccupation de se dire, et Madame l'avocate de ce matin le disait, comment on fait et comment on construit une société qui accepte aussi les autres, qui accepte ceux qui ne rentrent pas dans les clous,
Ils sont nés comme ça, mais comment on peut sortir de ça et comment on peut construire une société qui ne soit pas uniquement dans le placement, et j'y reviendrai ensuite. Deuxième point qui m'a interpellée et qui est ressorti de manière assez forte ce matin, et qu'on ne retrouve pas par ailleurs cette préoccupation-là, c'est sur comment regarde-t-on les jeunes, qu'est-ce qu'on regarde des jeunes. Alors, ce qui est visible, ce qui est facilement accessible, ça on le regarde, on sait le faire, on sait y avoir accès, on sait y accéder, mais il y a tout le reste, l'invisible, et ce matin en tout cas, c'est ressorti de manière assez forte sur comment on est attentif à ce qui se passe dans la société, à ce que les jeunes font, ce que les jeunes agissent, qui n'est pas forcément visible et qui pourtant produit des choses. Avec juste peut-être une attention sur la question de l'invisibilité. Il ne s'agit pas forcément de rendre visible à tout prix, mais il s'agit pour des professionnels de la jeunesse d'être conscients de ces richesses-là, d'être conscients de ce qui se produit, ce qui se fait sans vous aussi, et de s'interroger sur cette invisibilité, sur le choix à un moment donné de rendre visible ou pas certaines actions, certaines pratiques des jeunes. Parce que certaines formes d'invisibilité de pratiques de jeunes, et pas que d'ailleurs, peuvent contribuer à les émanciper, à les rendre plus autonomes. Et si elles sont rendues visibles, ça peut couper des processus qui sont en train d'être mis en place. Donc il y a des questions éthiques à se poser sur la nécessité de rendre visibles ou pas certaines pratiques de jeunes. Par rapport à l'invisibilité aussi, bien souvent les pratiques d'invisibilité, donc par exemple on a cité dans le groupe tout à l'heure sur les questions d'économie, tout ce qui relève de l'entraide, du troc, etc. Donc là, c'était pour le versant légal, je dirais. Il y a d'autres versants illégaux, mais qui produisent aussi de l'économie et aussi qui conduisent à de l'autonomie pour certains. Donc on est dans le pratique, le pragmatique, on n'est pas forcément dans le politique ou dans l'administratif, mais justement comment on va décrypter ces pratiques-là de jeunes qui en sont et qui produisent des choses, et comment on peut le transformer et s'appuyer dessus pour construire autre chose. D'autres éléments un peu plus, comment dire, pas une liste à l'après-vert, mais c'est la difficulté de mon exercice, donc excusez si tout n'est pas développé de la même manière. Juste, je me suis demandé comment les jeunes avaient été préparés à ces rencontres-là, comment ils avaient été associés à ces temps-là de préparation. Je ne sais pas si, par exemple, ils étaient présents aux différents ateliers de territoire précédents. Et vous verrez pourquoi je dis ça après. Et je me suis dit qu'en tout cas, ce qui était là, ça montrait une volonté de leur part et un intérêt réel à réfléchir avec d'autres à l'amélioration de leur situation, mais aussi à celle des autres. Et en fait, on sait bien, Hélène Sèche le dira, que si on met en place les bonnes modalités pour les faire participer, pour les faire travailler et réfléchir à des sujets, bien évidemment, ils seront là. Alors, je vais introduire de suite quelque chose là qui me semble vraiment important. J'ai failli dire, si on met en place les bonnes modalités pour les faire participer à quelque chose. Dans la manière de faire participer les jeunes sur des sujets, à des sujets, bien souvent, et les thématiques, alors évidemment je me grille, je dis des choses, bon, j'allais y venir. Dans la manière de les faire participer à des choses, bien souvent, on propose un objet et on invite les jeunes à venir s'exprimer sur ces objets-là, sans parfois prendre en compte qu'eux aussi pourraient avoir une autre lecture de la chose. Avec le risque, c'est que parfois les jeunes soient considérés comme des alibis et soient utilisés quelque part pour valoriser, mettre en visibilité une parole des jeunes qui, en fait, si elle n'avait pas été là, au final, si ces jeunes n'avaient pas été là, qu'est-ce que ça aurait apporté de moins ou de plus? On peut s'interroger. En tout cas, c'est important sur la manière de définir des objets, de s'assurer que ce soit des questions qui préoccupent les jeunes, parce que c'est aussi une manière de les prendre en considération, d'avoir de la considération envers eux, et donc de s'interroger sur les propres pratiques, les propres postures que l'on peut avoir par rapport aux jeunes. Alors sur les thématiques justement, quand j'ai vu le titre « Regard croisé »,
je me suis imaginé que ce serait un regard croisé entre des jeunes, des professionnels, des élus, etc. Et je me suis imaginé, parce que c'est aussi mon dada, c'est ma manière de faire et de travailler avec les gens avec qui je travaille dans des recherches-actions, que des sujets avaient été travaillés de manière collective pour essayer d'approfondir des questions. Et en fait, je me suis interrogée, quand j'ai vu les thématiques, sur en quoi elles sont centrales pour les jeunes. Et évidemment, je me suis dit, en fait, dans cette manière-là de poser les thématiques, on recherche une manière de répondre aux besoins des jeunes, tels qu'ils sont analysés par les acteurs de jeunesse. Alors évidemment, ce sont des questions que se posent les professionnels de la jeunesse et les élus sur les jeunes. Et quelles sont les questions que se seraient posées les jeunes sur ces thématiques? Est-ce qu'ils se seraient posées les mêmes questions? Est-ce que ça aurait été travaillé différemment ou pas? Parce que ces questions-là, aussi importantes soient-elles, ne se posent pas du tout de la même manière pour les jeunes. Et dans cette manière-là de construire des questions, de construire des préoccupations, il me semble qu'il y a vraiment d'autres lunettes, alors je ne sais plus qui parlait de lunettes aujourd'hui, des lunettes à changer pour essayer de voir comment, ensemble, on peut mettre au commun, au milieu de nous, entre les jeunes, les élus, les professionnels, etc., des sujets qui concernent l'ensemble des citoyens. Et ensuite, de ces questions-là, comment les traduire en questionnement plus politique, ou en tout cas, les traduire en politique publique qui peuvent accompagner ensuite les jeunes. Je ne sais pas si je suis claire, je vais illustrer. Si, quelles que soient les questions que se posent les jeunes, quels que soient les sujets que se posent les jeunes, ça peut être, je pense à des gens du voyage qui sont dans une aire d'accueil à évidemment 2 km de leur, c'est pas ici, hein, 2 km de leur village, évidemment, pour aller au collège, ben c'est compliqué, il n'y a que la route départementale. Et donc la question de comment on va au collège en sécurité, ben c'est une question qui se pose pour eux. Et des questions de cette manière-là, on parlait de l'espace public. Moi, des phrases que j'ai entendues de la part de jeunes, c'est « mais nous, on veut faire des barbecues ». Alors ici, c'était « on veut boire », celui qui faisait le jeune disait « on veut boire et fumer tranquillement dans des lieux à l'abri de la pluie ». À partir de toutes ces questions-là, à partir de toutes ces expressions-là, on peut les transformer en questions d'ordre plus politique et donc en matière pour accompagner les jeunes. Mais je trouve que c'est important de prendre en compte qu'il ne faut pas faire ce raccourci-là, de ne pas directement aller là où on veut pour traiter le problème des jeunes. Parce qu'en allant directement sur la réponse à des besoins présupposés des jeunes, on oublie que tout ce chemin-là qui permet de passer d'une question de départ, moi je veux faire des barbecues sur l'espace public, à il y a un cadre, comment on peut mettre en débat cette discussion, etc. C'est tout ce processus-là qui va permettre aux jeunes de gagner en autonomie aussi. Ce n'est pas uniquement la réponse aux besoins finaux de trouver une salle pour les jeunes, en caricaturant, mais c'est bien le chemin, et on en parlait ce matin, c'est bien le chemin qui permet aux jeunes de gagner en autonomie, en émancipation. Et quand on voit les sujets justement issus du sondage d'ANASEJ que vous citiez ce matin, on voit que les sujets sont très divers et que tous peuvent être matière à engager un travail entre professionnels et jeunes. Mais du coup, vous voyez bien que ça décale le sujet. C'est-à-dire que le sujet devient une préoccupation centrale à la fois pour les jeunes et à la fois pour les professionnels. Pas parce que ça va être un alibi éducatif, c'est-à-dire on va considérer qu'on doit éduquer les jeunes, mais comme une manière de travailler ensemble parce qu'on a un sujet commun qui nous préoccupe. Alors, sur les suites à donner, je pense que des initiatives de ce type-là créent des envies, créent des attentes de part et d'autre, laissent imaginer que plein de possibles sont possibles, que plein de choses sont possibles à imaginer, à construire, que des barrières se lèvent. En tout cas, je sais que ce genre de manifestation crée ça, lève la fatigue des professionnels, redonne de l'énergie, etc., pour créer autre chose. Et donc, évidemment, quand on ouvre des débats comme ça, la pression peut être forte, en tout cas pour les élus,
puisque les suites qui vont être attendues vont être, voilà, il va y avoir une attente de la part des acteurs de suites à donner, et y compris des jeunes. Bien évidemment, quand on favorise, quand on suscite la participation des jeunes, l'expression des jeunes, si derrière il n'y a pas de réception, ou en tout cas de réception, ça ne veut pas dire faire tout ce qui a été demandé, mais en tout cas montrer qu'il y a eu une écoute, une prise en compte de ce qui a été dit. Si cette réception des messages n'est pas prise, évidemment, ça peut avoir un effet vraiment encore plus contre-productif. Donc, quelle forme de restitution, quel lien à construire, comment perpétuer ce dialogue ? Donc, juste par rapport à ça, on l'a dit, hein, l'importance de se décentrer des formes de rencontres et d'adapter à des modalités plus souples, permanentes, etc. On a vu par rapport aux temporalités des jeunes. Je ne vais pas y revenir, mais c'est important d'avoir vraiment ça en tête par rapport à la conférence de ce matin sur il y a des temporalités à prendre en compte pour adapter les pratiques, pas être uniquement dans l'imposition d'un rythme de fer. Alors, il me semble que il y a deux enjeux, au vu de tout ce qui a été dit ce matin, pour accompagner les jeunes vers l'autonomie, au vu de ce croisement de regards qui a été fait depuis ce matin. On a parlé beaucoup de la société de l'expérimentation. Alors, je ne sais plus s'il est encore là, Jocelyn, mais ça aurait mérité débat. De la société de l'expérimentation, aujourd'hui, on favorise l'expérimentation, on teste des choses, etc. Sauf que, il l'a dit un petit peu, mais je pense que c'est important de le redire. La société aujourd'hui est plutôt construite sur du placement. C'est-à-dire que les jeunes sortent du système scolaire et ils doivent de suite trouver une place dans la société, trouver un emploi. La société française, contrairement à d'autres sociétés plus nordiques, n'a pas de temps valorisé d'expérimentation. Par exemple, je ne sais plus dans quel pays dans le Nord, je ne le dirai pas, je ne me rappelle plus, il y a 2 ans qui sont prévus pour expérimenter avec un système de bourse où les jeunes peuvent aller tester, partir un an à l'étranger, tester des stages, etc. Et ce système-là est complètement intégré dans le parcours d'accès à l'autonomie des jeunes. En France, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des choses qui tendent à aller vers ça, à aller vers un parcours des jeunes qui soit plus constitué d'aller-retour, d'expérimentation, mais on n'en est pas encore à ce niveau-là. Donc cette expérimentation, en France, elle est peu valorisée et elle est peu accompagnée. Et il me semble que c'est quelque chose qui est important de autoriser ça, d'accompagner ça et de le permettre, et de construire des systèmes qui permettent de laisser cette expérimentation faire, puisque c'est dans cet espace-là que va se créer les identités et ensuite un renouvellement aussi de la société. C'est-à-dire que les jeunes ne vont pas se placer là où on veut qu'ils soient, mais ils vont construire eux-mêmes le propre cadre de société dans lequel ils ont envie d'être. Deuxième enjeu, en 2 points, c'est de considérer l'interdépendance des situations. On l'a vu dans plein d'exemples sur le fait que les rénovations urbaines ont un impact sur le nombre d'enfants dont un parent est cadre, c'était ce qui était dit ce matin, la diversification sociale des quartiers, le fait d'agir sur un élément permet de faire bouger tous les éléments du système. Ça, c'est vraiment important à prendre en compte, et je suis sûre que vous en êtes tous conscients dans vos pratiques. Et pourtant, quand on regarde les différentes affiches là que vous ne voyez pas au tableau, mais auxquelles vous avez contribué, quand on regarde les « nous voulons », en fait, dans les « nous voulons », il y a uniquement des cibles d'action. Il y a uniquement des actions qui visent à éduquer, à transformer, à former, et qui concernent les acteurs, les parents, les jeunes et les élus. On a vraiment des cibles sur lesquelles il faudrait agir pour transformer, en gros, transformer les jeunes et essayer de leur permettre d'avoir une meilleure place. Alors, il me semble qu'en faisant ça, on oublie évidemment que les jeunes prennent place dans un système beaucoup plus global. Et par contre, ce système global, à aucun moment, il a été fait mention dans les « nous voulons ». Alors, ça m'a un peu étonnée quand même, parce que c'est en agissant sur ce système général et sur le système global qu'on peut ensuite travailler sur le réceptacle des parcours d'autonomie des jeunes. Donc, attention donc, à ne pas focaliser que sur les jeunes,
En gros, les jeunes, maintenant, ça y est, vous savez comment ça fonctionne, vous savez depuis X temps que vous êtes formés comment ils agissent, quels sont leurs moteurs d'action, quels sont les parcours d'autonomie, etc. Mais malgré tout, ça ne marche pas. Donc si ça ne marche pas, ça veut dire qu'il faut changer de braquet, changer de fusil d'épaule. Par exemple, ça peut être en travaillant sur les indicateurs d'évaluation. On en a parlé ce matin, on en a reparlé dans les groupes. Comment vous avez des responsabilités, chacun de votre place, et ce n'est pas que l'élu qui a ces responsabilités-là, mais comment, en tant que professionnel, vous vous réappropriez ces responsabilités de faire bouger de là où vous êtes les critères d'indicateurs, les critères. Alors en fait, je vois tout le monde qui fait comme ça en regardant derrière, alors ça me perturbe. Vous avez chacun vos responsabilités pour travailler sur les critères d'évaluation, pour essayer de faire bouger les lignes là où vous êtes, en travaillant notamment sur les dispositifs et sur les systèmes, sur le système général. Donc, ce n'est pas. Donc, attention à ne pas se focaliser que sur les jeunes, mais à prendre en compte le système général et le contexte social dans lequel on évolue. Et donc j'en ai parlé au début sur cette nécessité d'avoir des approches qui soient plus transversales, intersectionnelles, interinstitutionnelles. Donc ça, vous avez déjà voilà, des choses importantes que vous avez commencé à faire ici, et à mon avis qu'il faut continuer à développer pour essayer d'avoir cette vision un peu globale des politiques jeunesse et pas uniquement centrée sur les jeunes. Dernier élément, en fait, je voulais vous partager une citation de Thomas Chevalier qui a écrit un livre très récemment sur la jeunesse dans tous ses états et qui dit justement, quand on parle de la jeunesse, ce n'est en réalité que pour parler de la société, et à l'inverse, pour agir sur la jeunesse, il faut d'abord agir sur la société. Donc cette interdépendance, elle est vraiment importante, elle n'apparaît pas du tout dans ce que vous avez fait aujourd'hui, parce que c'est normal, on est englué dans les pratiques quotidiennes, etc. Mais c'est vraiment une invite à essayer de prendre de la hauteur et de considérer ce système global dans lequel vous êtes, parce que sinon, vous ne ferez que reproduire un système d'inégalité, de rapport de domination, etc., d'assignation, etc. Voilà, je crois que je vais m'arrêter là.